Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Non? Vous connaissez la réputation de Devox pour le repas. Euh, Bienvenue à cette session. Je vais vous présenter les nouveautés d'Eclipse, un peu ce qui est sorti l'année dernière et puis ce qui arrive cette année, l'année prochaine. Je m'appelle Mickaël Barbero, je travaille pour la Fondation Eclipse. Avant de démarrer, j'ai un petit sondage à faire. Qui parmi vous a déjà utilisé Eclipse? Ouais, évidemment, presque tout le monde, je m'y attendais. Et qui ne l'utilise plus? Ah, pas tant que ça, c'est cool. Alors ceux qui sont partis, ceux qui ne l'utilisent plus, depuis combien de temps vous l'utilisez plus? Depuis un an? Levez la main. 2 ans? 3 ans et plus? Bon, bah, si ça fait 2-3 ans que vous avez arrêté Eclipse et que vous êtes un peu déçu, n'hésitez pas à revenir et à le tester. La présentation a pour but aussi de vous convaincre que ça a bougé, que ça va dans le bon sens et que ça vaut le coup de rejeter un œil à Eclipse. Et pour ceux qui sont toujours dessus, vous allez voir toutes les nouveautés qui arrivent. Alors juste un petit rappel, donc Eclipse c'est réalisé tous les ans, ça sort tous les ans une version majeure au mois de juin. Donc la version de 2015 qui s'appelait Mars, en numéro de version c'est 4.5. Il y en a une autre qui est prévue donc pour juin 2016 qui s'appelle Néon. Donc la majorité des features que je vais vous présenter, c'est donc celles qui vont être intégrées dans Néon. Et puis la version de 2017 est déjà en cours de préparation. Les gros travaux sont déjà en cours, hein, ça met parfois plus d'un an, et donc sortira en juin. Alors Eclipse, c'est pas seulement une sortie annuelle, hein, il y a des sorties intermédiaires pour des bugs fixes. Donc il y a les services release qui ont été un peu renommés, maintenant c'est les .1, .2. Donc elles sortent en septembre et en octobre, en mars, pardon. Ça aurait été un petit peu court. En septembre et en mars. Et donc vous pouvez vous attendre à avoir aussi une version en septembre et en mars pour Néon. Premier changement un peu dans les sorties d'Eclipse, il est prévu d'en faire une troisième. Donc de raccourcir un peu les cycles de développement et donc de sortir la version 2 de Néon en décembre et une version 3 en mars. Alors c'est encore en cours de discussion, hein, il y a pas mal d'organisations à mettre en place pour que tous les projets synchronisent et puissent sortir 3 versions dans l'année au lieu de 2, mais normalement c'est ce qui devrait arriver. Donc avec ce petit rappel des releases, le reste de la présentation, j'ai essayé de regrouper les différentes nouveautés sous des grands thèmes. J'aborde pas projet par projet, donc Eclipse, la fondation Eclipse héberge 300 projets et l'IDE, vous pouvez installer, vous savez bien, un nombre incroyable de plugins. Je ne me suis pas focusé sur un plugin X ou Y, j'ai rassemblé ça sous forme de grands thèmes. Donc le premier, c'est le packaging, la façon dont Eclipse est délivré aux utilisateurs. Donc le premier, donc là c'est depuis mars. Si vous êtes utilisateur OS X, vous avez une vraie application OS X, enfin. Donc ça veut dire que l'intégration avec le système marche enfin correctement et le OpenWiz par exemple, vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier Java, clic droit OpenWiz et ça va fonctionner. Autre nouveauté qui est arrivée en mars, c'est qu'on a maintenant un installeur qui est fourni par un projet qui s'appelle Oomph. Et donc vous téléchargez une petite dizaine de mégas sur le site Eclipse, puis après vous choisissez votre déclinaison et cet installeur va s'occuper de télécharger l'ensemble des plugins de la déclinaison et de l'installer sur votre file system. L'avantage de cet installeur, c'est que du coup, on a pu rajouter quelques étapes. Et la première qui a été rajoutée, pour l'instant la seule, hein, mais on peut penser à d'autres, c'est la communauté a réfléchi quelles sont les 8 préférences, il me semble c'est ça, 8, non 6, les 6 préférences que les utilisateurs changent au démarrage d'un Eclipse. Donc c'est afficher le nombre de lignes, activer ou non le spell checking. Et donc l'installeur va vous poser ces questions-là au premier lancement. Et ensuite, tout Eclipse que vous lancerez, que vous installerez à partir de l'installeur, auront ces préférences de CT comme il faut. Donc c'est une première étape pour essayer de se rapprocher des utilisateurs et de simplifier un peu la configuration d'un Eclipse au final. Autre nouveauté, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu le problème, quand vous téléchargez un package Eclipse, enfin un bundle Eclipse, donc la déclinaison J2E ou la déclinaison pour Java ou pour PHP, si vous essayez par exemple de mettre à jour l'intégration Git, la plupart du temps vous avez ce message-là. Or vous avez entendu parler qu'il y a des nouveautés dans l'intégration Git et puis vous aimeriez bien mettre à jour cette installation. Bon, ce problème-là, il vient d'une problématique technique, c'est que la manière de packager et de délivrer les packages Eclipse installait une méta-feature qui regroupait, qui décrivait comme dépendance l'ensemble des plugins qu'ils voulaient installer. Or, le mécanisme d'update d'Eclipse ne permet d'updater que l'élément racine. Donc, vous ne pouviez pas
mettre à jour indépendamment chaque item. Donc maintenant, dans Néon, vous allez pouvoir mettre à jour beaucoup plus rapidement l'ensemble des outils qui sont installés dans le package. Donc là, c'est très technique, mais imaginez que voilà, vous allez pouvoir récupérer, si des projets avancent rapidement, vous allez pouvoir vous mettre à jour beaucoup plus rapidement et rester en accord avec eux. Autre nouveauté là, qui arrive dans Néon, c'est la possibilité de synchroniser les préférences. Que je vous avais parlé, donc dans Mars, on avait fait une première étape avec le questionnaire d'accueil de l'installeur. Maintenant, vous avez possibilité de, en allant dans les préférences, de vous connecter à votre compte Eclipse. Donc vous rentrez vos credentials Eclipse, si vous n'en avez pas, vous allez sur eclipse.org et puis vous créez un compte. Et vous avez moyen de stocker toutes vos préférences Eclipse sur les serveurs de la fondation. Ce qui fait que dès que vous allez recréer un nouvel Eclipse pour par exemple du PHP ou vous passez à une nouvelle version et puis vous n'avez pas envie de mettre à jour parce que vous n'êtes pas sûr de comment ça va se passer, vous retéléchargez un bundle complet, il suffit de vous reconnecter à votre compte et ça va récupérer toutes vos préférences. Alors aujourd'hui, la connexion se fait uniquement vers les serveurs Eclipse, mais il y a une API où vous pouvez fournir aussi votre propre implémentation, enfin votre propre URL vers un serveur de stockage des préférences et puis l'adapter du coup pour le faire dans votre compagnie ou au sein de votre équipe et hoster ça sur un serveur public. Ça, c'était pour le packaging. Un autre effort qui a été fait, c'est la communauté Eclipse. Voilà, c'est un ensemble de boîtes, un ensemble de committeurs individuels. On avait beaucoup de mal à récupérer les informations des problèmes des utilisateurs. Les gens se plaignent beaucoup, on connaît les grands thèmes, mais les problèmes de performance et puis les NPE individuels que chacun trouve, c'est assez compliqué. Enfin, tout le monde ne fait pas l'effort de rapporter des bugs et c'est compréhensible hein, quand on est en train de bosser, se connecter à Eclipse pour remplir un Bugzilla. En plus, sur Bugzilla, c'est quand même pas la panacée. Donc il y a un effort qui a été fait pour pouvoir vous aider à rapporter des problèmes. La première chose qui a été faite donc, dans Mars, c'est la possibilité de monitorer les frises de l'UI. Vous avez tous déjà eu des sabliers ou des petites ballons de volet là, sous SX quand l'UI freeze. Donc maintenant, vous avez la possibilité de définir des seuils pour dire quand l'UI freeze plus d'une demi-seconde ou plus de 10 secondes, etc. Ça va lever des erreurs dans l'error log. Et en plus de rapporter une erreur dans votre error log, il va aussi sampler les stack traces, enfin les stack traces des différents threads qui sont en cours d'exécution, et ce qui fait que vous aurez plus d'informations à donner aux utilisateurs. Donc ça, c'était dans Mars. Et en parallèle de ça, dans Mars, a été créé un outil d'error reporting. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand vous l'activez, donc ça c'est au démarrage d'Eclipse, vous allez avoir une question, est-ce que vous voulez activer l'error reporting? Et quand vous l'activez, automatiquement sur chaque erreur levée par la plateforme, vous allez avoir une question disant voilà, vous avez eu cette erreur-là, est-ce que vous voulez rapporter aux développeurs d'Eclipse pour qu'ils puissent le fixer? Donc là, en parallèle du monitoring des performances UI, des freezes de l'UI, bah, par exemple ici, là j'ai eu un freeze d'UI d'une seconde 4, est-ce que je veux le rapporter au committer pour qu'il puisse me le fixer? Vous pouvez voir évidemment quels sont les détails qui sont envoyés. Et puis vous avez plein de préférences pour configurer ce qui est envoyé. Par exemple, vous pouvez anonymiser les packages et les classes pour éviter de donner des informations confidentielles aux committers. Donc là, en fait, quand vous cochez ça, tout package qui ne commence pas par org Eclipse va être anonymisé de manière aléatoire, et donc il n'y aura pas moyen de tracer ces choses-là. Et le truc vraiment super à propos de cet outil, c'est que si jamais vous rencontrez de nouveau la même erreur, vous avez la même NPE qui réapparaît dans le même contexte, et que le bug, les committeurs ont fixé le problème, bah, vous allez être notifié que ça y est, ça a été fixé, que il est peut-être temps de vous mettre à jour, et vous pouvez même aller voir le bug pour voir comment ça a été traité. Autre gros point sur lequel il y a eu des efforts, c'est l'interface utilisateur. Donc là, c'est comment vous percevez Eclipse et quels sont les petits trucs qui vous embêtent au quotidien. La première chose, c'est quand vous avez un projet Maven, par exemple, donc un projet multimodule. Avant, quand vous importiez vos projets, bah voilà, chaque projet était à plat, mais le projet parent, bah, vous revoyez encore tous les sous-projets. Enfin, c'était super pénible. Donc depuis mars, vous avez enfin la possibilité d'activer une présentation hiérarchique des projets et donc de retrouver votre hiérarchie Maven classique et de les voir comme sur le file system. Donc, par contre, ce n'est pas activé par défaut, il faut passer par le petit menu ici déroulant et activer la vue hiérarchique des projets. Autre effort sur l'interface utilisateur, c'est l'amélioration du Dark Theme. Donc, le Dark Theme, certains le veulent absolument, certains s'en fichent. On sait que c'est important pour certains utilisateurs, donc c'est
Vraiment quelque chose sur lequel il y a un effort de fait. Donc, dans Neon, ça a encore été un peu amélioré. Donc, vous voyez qu'il y a encore un peu de blanc, mais on y travaille. Le plus gros problème, là c'est sous Windows, le plus gros problème du DarkSim, c'est qu'on se base sur un toolkit SWT qui fait des appels natifs, et du coup il faut faire des appels système qui ne sont pas forcément disponibles pour changer les couleurs, des choses comme ça. C'est pas du Swing, c'est pas du JavaFX où tout est interprété et tout est dessiné à l'écran. C'est vraiment des appels système sous Windows. Les scrollbars, on ne peut pas changer la couleur. Donc il faut redessiner des scrollbars et essayer d'enlever les scrollbars natives de ça. Donc sous Windows, c'est pas encore ça, mais on y arrive, on progresse. Sous Linux, ça commence à ressembler à quelque chose. Et sous OS X, c'est à peu près la même tête. Et pour ceux qui s'en fichent du DarkSim, mais qui ne veulent pas payer le coût de la surcouche qui permet de rajouter un thème à Eclipse, on a maintenant la possibilité de désactiver le moteur CSS qui change les couleurs d'Eclipse. Donc là, vous avez le thème par défaut sous Windows. Si vous désactivez le thème, vous revenez à un truc un peu plus brut de décoffrage, donc qui est vraiment juste les appels système. Par contre, vous allez gagner un peu en perf et en rendering parce que vous n'allez pas avoir de moteur CSS qui tourne. Donc si vous en fichez un peu de lui, enfin de l'aspect visuel, et que vous préférez un truc un peu plus brut et rapide, je vous invite à désactiver le theming, c'est pas mal. Autre point, bon là c'est vraiment un tout petit point, vous pouvez tout cacher maintenant dans Eclipse et avoir un éditeur sans distraction, donc sans toolbar, sans autre menu, etc. Ça c'est cool aussi, où du coup avec tous les raccourcis, vous pouvez quand même naviguer dans vos fichiers Open File, Open Resource et les types hiérarchies, tout ça, ça fonctionne avec juste des pop-up, donc vous pouvez rester dans un environnement très, très simpliste. Également sous Linux, il y avait des gros soucis avec l'intégration GTK 3. Jusqu'à l'année dernière, même la version Mars, il y avait encore des gros soucis. Là, de la version Néon qui sort, donc au mois de juin, un nombre de bugs considérable a été fixé. Donc ça va du petit glitch d'UI ici sur l'alignement, mais ça va aussi sur des glitches complètement où vous aviez des fenêtres qui étaient, enfin des marqueurs qui étaient redessinés complètement autre part dans l'UI, etc. C'est fixé dans Néon et ça devient vraiment utilisable. Vous n'avez plus besoin de hacker votre config.ini d'Eclipse pour revenir sur GTK2. Autre problème d'UI qu'il y avait, c'est le support des écrans à haute résolution, Retina et autres. Alors sous OS X, c'est facile parce que OS X le fait pour nous. Il n'y a pas besoin de hacker SWT pour ça. Dans Windows et Linux, voilà, on avait des icônes qui n'étaient pas scalées, par exemple. Et donc dans la version de juin, là, vous allez enfin avoir un Eclipse en haute résolution qui s'affiche correctement. Dernier point dont je voulais parler dans la section UI, c'est un bug qui date de 2003, qui n'avait toujours pas été fixé, un bug vieux de 16 ans, c'est le word wrap dans les éditeurs de texte. Donc ça y est, on l'a. Vous pouvez l'activer, donc il y a un petit menu ici. Donc c'est pas activé par défaut, vous avez une action dans la toolbar, et puis évidemment vous pouvez le définir comme chose par défaut dans les préférences. Qui n'est pas de souci, mais bon, 13 ans pour fixer un bug comme ça. Eclipse devient aussi un peu plus accueillant, donc on a redesigné la page d'accueil. Donc ça, c'est pas grand-chose. Par contre, ce qui est très très bien, c'est que cette page d'accueil, non seulement elle a été redesignée, mais les fonctionnalités derrière ont été améliorées. C'est-à-dire que chaque package ici va pouvoir fournir ses propres actions dedans. Aujourd'hui, cette page d'accueil, elle est à peu près similaire que vous téléchargiez le package pour développement C ou pour le développement PHP. Or, typiquement pour un nouvel utilisateur ou pour quelqu'un qui se fait longtemps qu'il n'a pas utilisé Eclipse, il voudrait avoir les actions de base qui vous dédié à son besoin. Donc là, typiquement, dans un environnement C, on va vouloir configurer la toolchain de compilation. On va avoir une action ici. Donc chaque package, maintenant, a la possibilité de configurer ça et ça va rendre les choses un peu plus utilisables. La manière d'importer des projets également. Aujourd'hui, vous avez besoin de faire un file import Java Project, Maven Project, C Project. Donc vous avez besoin de trouver le bon wizard d'import. Un nouveau wizard a été créé qui se veut Meta Wizard pour essayer d'unifier tout ça. Et donc maintenant, vous avez juste un file import project et après, ça délègue au bon code. Enfin. Donc vous avez toujours les autres menus parce que ce travail-là, il est en cours. Le Meta Wizard, il est disponible dans Néon. Les autres sont encore là et on espère dans Oxygen pouvoir les supprimer. Le tooling Git. Qui utilise Git?
Ok, tout le monde. Donc tout le monde est intéressé par le tooling Git. Depuis mars, on a le support de Gitflow. Alors, Gitflow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle mental qui lie votre process de développement à des branches Git. Donc chaque feature est une branche, chaque release, les releases sont sur une même branche, etc. C'est un modèle mental, c'est un peu difficile de faire ça à la main. Enfin, c'est un peu difficile. C'est une gymnastique de faire ça à la main. On peut faire ça avec des alias en ligne de commande. En mode UI, il fallait faire quelque chose. Donc maintenant, il y a un vrai support du Gitflow avec donc des actions directement appelables depuis l'UI. Et évidemment, vous pouvez configurer ce qu'il y a derrière, le nom des branches, le nom des et la configuration du Gitflow. L'intégration supporte aussi maintenant les Git hooks. Donc ce que vous aviez en ligne de commande, par exemple pour empêcher un commit pour empêcher un commit quand vous avez un nom de fichier sans caractère ASCII, ici un caractère allemand, ça marchait en ligne de commande et puis c'était pas appelé depuis Eclipse, donc vous pouviez quand même chanter le mécanisme. Maintenant c'est supporté dans l'intégration Eclipse. Et quelque chose de spécifique dans Eclipse, du coup, il y a un hook spécifique qui est je ne peux pas committer si j'ai des erreurs de compilation. Donc ça, pour tous ceux qui sont un peu maladroits, qui ne regardent pas forcément les marqueurs ici d'erreurs de compilation, c'est pratique et évidemment, c'est désactivable dans les préférences également. On a également le support des Git Attributes qui vous permet enfin, moi c'est celui-là qui me plaît beaucoup, qui arrive, vous avez enfin le support des conversions de fin de ligne, des caractères de fin de ligne. Donc pouvoir pousser, committer, et ça va convertir correctement, par exemple, en ligne de fin Unix. Et quand vous allez récupérer vos fichiers, ça va vous les mettre en fonction de votre plateforme. Donc ça, c'est Git qui fournit ça de base. Ou si vous ne connaissez pas et que vous avez déjà eu des problèmes dans ce genre-là, je vous conseille de lire la doc là-dessus. Et le problème dans Eclipse, c'est que dans l'intégration Eclipse de Git, c'est que ça n'était pas supporté. Donc ça crée beaucoup de problèmes et maintenant, ça l'est. Et enfin, dans Git, maintenant, dans l'intégration Git, on a le support de Git LFS. Alors LFS, c'est pour Large File Storage. C'est pour stocker des gros fichiers dans Git, mais sans les mettre dans le repo vraiment. Bon, c'est un projet à part de Git, mais maintenant, vous avez aussi l'intégration Eclipse. Donc, pour ceux qui l'utilisent déjà ou qui pensent l'utiliser, vous avez le support dans l'UI. Au niveau tooling Java, je pense que là où les gens ont le plus d'attentes, avec la section suivante qui est le tooling web, on a enfin un support Maven correct, utilisable. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, qui n'ont pas testé Mars, vraiment, je vous invite à l'essayer. J'ai beaucoup testé aussi à utiliser Maven dans Luna, dans les versions précédentes. Dans Mars, ça devient confortable et dans Neon, c'est vraiment utilisable. Les problèmes de perf ont été résolus et vous avez pu updater vos projets continuellement et vous n'avez pas à recréer un workspace parce que vous ne savez plus ce qui se passe et vous êtes obligé de tout importer. Donc vraiment, donc là, j'ai pas de screenshot, mais je vous invite vraiment à, à le tester. On se rapproche des standards du marché. Le support Java 8 a également été amélioré. Donc dans Mars, on a eu pas mal d'assistants et de quick fix et de quick assist, notamment par exemple pour migrer vers les lambda, donc pour convertir vers des méthodes références quand on appelait juste une méthode, pour convertir d'une classe anonyme à une lambda. Donc là, on avait une classe anonyme et puis on se retrouvait avec la simple lambda après, ou pour changer un corps avec une seule expression à juste une lambda simple ou pas. Donc ça, c'est des petits assistants qui aident au quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup aussi d'erreurs encore dans Mars de compilation Java 8. Il y a des erreurs de typage et puis la compilation est un peu différente comparée au JDK. C'est partiellement fixé dans Neon. Je ne vais pas vous promettre la lune. Il y a une grosse partie des erreurs de compilation, des différences de compilation qui sont fixées. La complétion, ce sera probablement dans Oxygène. Mais ça avance aussi et ça continue à s'améliorer. Là, les gens commencent aussi également à travailler sur l'intégration Java 9, à essayer d'intégrer le concept de module Java 9 au sein du tooling Eclipse. Et donc c'est un travail qui se fait en parallèle du fignolage Java 8. Également, et donc ça c'est depuis mars, la détection des null pointers potentiels a été améliorée. Donc là, vous voyez un peu les documents de travail que les committeurs utilisent pour
pour analyser les flots d'exécution, pour détecter les null pointers. Ça, c'est grandement amélioré, donc les faux positifs sont réduits. Le Content Assist également a été un peu amélioré dans Neon. On a enfin la complétion sur les substrings, donc c'est plus par préfixe, vous avez plus à faire le add ou get sélection pour avoir de la complétion, ça va chercher partout. Et donc pour voir quelle partie de la méthode est tapée, enfin est récupérée dans la complétion, vous avez maintenant l'highlighting en gras là de la complétion. Il y a quelque chose qui arrive dans Oxygen, donc la version 2017, les travaux ont commencé en novembre. Là, c'est une équipe de Google qui a mis le nez dans le tooling Java. Une grosse amélioration de perf qui arrive. Ils ont réécrit l'index du tooling Java, ce qui permet dans leur test de non-reg, ils ont notamment l'ouverture de la hiérarchie de type de Java Lang Object. Donc forcément, vous avez toutes les classes de votre classe pass. Donc ils sont passés du 37 secondes d'affichage à 4 secondes d'affichage. Donc ça c'est pour l'ouverture de la type hiérarchie. Évidemment, ça va profiter à la complétion, aux méthodes references et à tout ça. Donc c'est en cours de réécriture, les premiers tests sont plutôt prometteurs. Vous avez le lien vers le bug pour la discussion si ça vous intéresse. Et puis là, il y a le document qui décrit quelles sont les techniques qui ont été utilisées pour arriver à ce x10. À peu près. Hein, on est à plutôt 9.2 là, mais je voulais un nombre rond. Le tooling web. Eclipse a été très mauvais sur le développement web depuis très longtemps. Il n'y avait pas beaucoup d'efforts de fait. L'éditeur JavaScript, il supportait que ECMAScript 3. C'était une horreur. Une équipe de Red Hat, de JBoss, a repris en main le projet qui définit le tooling Java. Et donc, dans Neon, on va avoir les premiers résultats. Et attendez-vous dans Oxygen à avoir vraiment un tooling web qui déchire. La première chose que vous aurez dans Neon, que vous pourrez voir, c'est un vrai éditeur JSON avec une reconnaissance des principales syntaxes JSON, enfin des principaux formats, genre le package NPM et autres syntaxes, donc avec de la complétion et tout sur ces choses-là. Et puis c'est un éditeur générique JSON, hein, vous pouvez évidemment écrire ce que vous voulez dedans. Le support ES6 avec le support ES7 qui arrive. Alors on ne sait pas trop encore si ES7 sera dans Neon, mais en tout cas le ES6 est là, avec la complétion, etc. Tout qui arrive comme il faut. Du tooling pour Bower et NPM. Donc des wizards, des menus pour lancer, enfin des actions pour pouvoir lancer vos différentes commandes Bower et également Grunt et Gulp. Donc pareil, énormément de tooling autour de ça. Et quelque chose de vraiment génial, c'est qu'ils ont enfin intégré le debugger de V8 au sein d'Eclipse. Donc vous n'avez plus besoin de retourner dans votre Chrome DevTool pour débugger votre JavaScript que vous avez écrit avec le tooling web. Donc voilà, ça c'est les petites améliorations qui arrivent. Enfin les petites améliorations, c'est énorme par rapport à l'état où on était, mais ce ne sera pas encore un environnement utilisable, je pense, qui pourront concurrencer ce que vous utilisez actuellement pour développer du web. Mais ça va dans le bon sens et vous allez suivez ça si vous voulez revenir vers Eclipse, suivez ça et suivez les pré-versions Oxygen. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Une autre catégorie d'amélioration, c'est tout ce qui est outillage pour travailler avec des containers, notamment avec Docker. Donc vous avez un ensemble de vues et d'outils pour manager vos images et vos containers. Donc vous avez un explorateur de containers. Vous pouvez rajouter actionner ou pas les différents containers. Vous pouvez gérer vos différentes images, gérer vos containers et également avoir directement le terminal de votre container qui est en cours d'exécution au sein d'Eclipse. Donc il y a une intégration avec TM Terminal. Pour ne pas avoir à ressortir d'Eclipse, sortir de votre environnement. Donc c'est vraiment un environnement intégré. Donc ça arrive dans Neon, et c'est pour Docker. Et il y a un outillage à peu près semblable qui arrive également dans Neon pour Vagrant. Ensuite, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines versions? Eh bien, la communauté a décidé d'adresser les... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là.
Donc voilà, si vous avez envie de bâcher Eclipse, allez sur ce site-là, votez ou mettez ce que vous voulez. Et ben maintenant, on se sert de ce site-là pour définir quelles sont les priorités à fixer. Donc vous voyez que le numéro 1, c'est cher Eclipse. J'ai un fichier dans mon workspace et tu me dis qu'il est désynchronisé avec mon file system. Pourquoi tu ne le rafraîchis pas par toi-même si tu sais qu'il est désynchronisé? Eh bien, ça, c'est l'objectif est de le fixer dans les premières milestones pour Oxygène. Et enfin, on n'aura plus besoin on n'aura plus ce message-là et on aura enfin la resynchro automatique et peu coûteuse parce qu'aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Vous avez une préférence pour activer le refresh automatique du workspace, mais ça fait du polling sur le file system et il n'y a pas d'intégration native avec l'OS. Donc ça va être fait. Autre point qui arrive, depuis cette année, les donations qui sont faites à la fondation sont utilisées pour contracter des gens pour fixer des bugs. Là, c'est en très résumé. Donc il y a une sorte de booty hunting qui existe. Donc il y a une liste de bugs, une liste de features, de gens de features que la communauté aimerait voir fixées, que n'ont pas forcément le temps ou pas forcément l'intérêt de le faire. Si ça vous intéresse de développer du Eclipse et de contribuer à Eclipse, vous pouvez payer pour ça. Donc je vous invite à aller voir sur la page de donation, il y a les liens vers le programme de développement. Vous répondez à un appel à proposition et puis vous pouvez donc essayer de fixer des bugs. Et sinon, si vous voulez juste voir Eclipse amélioré et vous n'avez pas le temps de contribuer ou vous ne pouvez pas contribuer, vous pouvez également donner et ça va vraiment servir à fixer l'IDE. En exemple, là, ce qui a été fait ces dernières semaines, le Dark Sim, c'était une priorité. Donc il y a quelqu'un qui a travaillé sur l'amélioration justement des scroll bars. Au moins dans les éditeurs de texte, les scroll bars maintenant sous Windows, elles sont plus blanches, elles sont noires. Et une autre action qui a été démarrée, là, qui on espère doit être intégrée dans Néon, on n'est pas encore trop sûr, c'est l'autosave. Donc l'autosave des éditeurs, que ça se passe en background, vous n'avez plus à faire CTRL S continuellement, ça va se faire tout seul, un peu à la manière d'OS X ou d'autres éditeurs qui font ça maintenant. C'était une feature très, très demandée. Ce que vous devez vous rappeler donc, de la présentation, j'espère, c'est que vraiment la communauté, elle bouge. Elle a pris en compte, elle a compris que les gens partaient, que les gens n'aimaient plus Eclipse, qu'ils étaient fatigués de ne pas voir les choses avancer. Mais Eclipse change vraiment. Et vous pouvez faire partie du changement, donc soit en donnant, soit en participant aux bugs. Hein. C'est toujours un projet open source, vous pouvez toujours aller sur les bugs, et même les bugs qui ont été créés à partir des erreurs que vous avez reportées grâce à l'error reporting. N'hésitez pas à contribuer de ce côté-là. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé Eclipse et que vous aviez pas mal de haine contre lui, ou même un peu moins, hein, pas forcément de la haine, mais réessayez parce que vraiment ça progresse. Et puis bon, ça vous coûte rien de réessayer, c'est libre et open source. C'est gratuit et open source. Donc si vous avez des questions, j'ai encore un bon quart d'heure. Donc si vous avez des questions sur ces améliorations, sur comment contribuer, n'hésitez pas. Oui. Oui. Alors la question est, c'est sur le support des hautes résolutions sous Linux, des écrans haute résolution sous Linux, il y a encore des problèmes dans la dernière milestone là, qui est sortie il y a 4 semaines. Est-ce qu'il y a encore une chance que ce soit fixé sur cette erreur-là? J'ai vu le screenshot, je ne savais pas que c'était quelqu'un d'ici. La M7, c'est vendredi prochain, donc c'est la dernière milestone avant les RC. Je crois qu'on ne vous a pas répondu. Enfin, il n'y a personne de l'équipe SWT qui vous a répondu. Je sais pas. J'espère. Est-ce que le problème, enfin, il me semblait, j'avais compris que les améliorations de SWT pour la haute résolution avaient été, pour eux, c'était fixé. Ils avaient testé correctement sous Linux. Donc, est-ce que le problème, il est très spécifique? Est-ce qu'on arrive à le reproduire sur d'autres environnements que le vôtre?
Je pense que c'est les questions qui vont venir parce que j'avais l'impression que c'était dans un état correct. Mais je peux avoir une mauvaise compréhension du bug. Oui. Mhm. Alors, la question est, sous Linux, les arbres ou les tableaux, chaque ligne est beaucoup plus haute que sous Windows ou OS X, et donc on perd un peu d'espace d'affichage par du blanc inutile. Euh, je pense que c'était un problème GTK3. C'était pareil, donc je sais pas. Alors SWT appelle donc les composants natifs, notamment les trees et les arbres et les tables. Donc pour tout ce qui est Explorer et les vues properties, c'est vraiment le composant natif d'arbres et de tables de la plateforme qui sont appelés. Donc si dans un navigateur de fichiers sous, je ne sais pas ce que vous utilisez comme distribution, mais dans votre navigateur de fichiers en vue arbre, vous avez vraiment cette hauteur-là de ligne dans votre flux arbre, je ne vois pas comment Eclipse pourrait faire autrement que de l'afficher comme ça. L'idée est de coller à la plateforme et pas de réduire le... Oui. Alors la question est à propos de la synchronisation des préférences sur est-ce qu'on va enfin pouvoir partager ses préférences avec son équipe. Donc ce que je vous ai présenté effectivement c'est pour un compte particulier, euh, c'est vous, votre credential sur eclipse.org, donc ça va être uploadé uniquement pour vous. Si vous voulez partager avec votre équipe, il faut partager votre compte. La manière la plus simple aujourd'hui de partager ses préférences ou la manière dont le workspace est construit, d'importer le workspace correctement, de configurer les working sets et toutes ces choses-là dans votre Eclipse, c'est d'utiliser Oomph. Donc, je vous ai parlé un peu de Oomph, c'est eux qui ont fait c'est le projet qui définit l'installeur, c'est aussi le projet qui implémente la synchronisation des préférences. Mais Oomph, en fait, ce sont uniquement des simplifications de ce qu'est Oomph en réalité. Oomph vous permet de définir complètement quel est votre projet. Donc vous allez pouvoir définir quel est votre repo Git, quels sont les working sets de votre workspace, quels sont les plugins à installer dans votre Eclipse pour développer. Donc ça se fait dans un fichier de configuration. Vous écrivez tout ça dans un format Oomph donné. Ce fichier-là, vous pouvez le partager en équipe. Et en mode avancé de l'installeur Eclipse, ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un mode avancé, je peux probablement vous montrer d'ailleurs. Donc ça, c'est le mode simple de Oomph, c'est l'installeur Eclipse. Et vous avez un mode avancé. Alors je vais revenir, hein, je suis désolé, j'ai pas je vais revenir sur la question de la simplification de... Vous avez un mode avancé qui vous permet de... Voilà, où vous continuez à choisir votre distribution Eclipse. Mais après ce choix, donc là par exemple, je vais prendre l'IDE Java pour les projets C++, pour un projet C++. Après, vous pouvez choisir quel projet vous voulez importer dans votre workspace. Alors ici, ce sont les projets de chez Eclipse. Ça vient de chez eclipse.org. Mais vous pouvez très bien importer aussi d'autres projets. Donc là, c'est des projets qui sont hébergés chez GitHub. Et dans les fichiers de config qui sont derrière ces projets, vous avez
quels sont les plugins à installer pour pouvoir développer ces projets, quelles sont les vues à activer, quelles sont les préférences à setter, etc. Alors la création du fichier de configuration pour ça, effectivement, est très compliquée. C'est aujourd'hui le, le but était de faire ça. Le but n'était pas de faire un environnement simple pour définir les fichiers de propriété là. Donc c'est la prochaine étape, ouais, certainement. Si. Alors, euh, là, chaque projet peut définir quelles préférences doivent être activées ou pas, quels sont les plugins à installer ou pas. Et il y a un autre niveau, utilisateur, qui, donc une fois que vous avez provisionné votre environnement de développement pour un projet donné, vous avez moyen de surcharger un certain nombre de choses, et ça va être conservé au niveau utilisateur uniquement. Tu as mal compris la question vis-à-vis de Workspace Mechanics du coup? Ok. Alors, la question est, est-ce que Eclipse va arrêter de consommer de la mémoire pas trop. Est-ce qu'il y a eu des améliorations de fait dessus? Alors, déjà, Eclipse, c'est un ensemble de plugins. Il n'y a pas de natif Eclipse et de pas Eclipse. Eclipse, c'est juste un assemblage de plugins. Donc il y a des plugins Java qui viennent, que vous voyez naturellement parce que vous les avez dans toutes les distributions quasiment pour le développement Java. Et puis, vous pouvez installer aussi des plugins à peu près n'importe où. Chaque plugin peut faire une consommation de mémoire excessive et il n'y a pas moyen de contrôler que tel plugin ne va pas instancier des objets hyper gros et ne pas avoir des memory leaks ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de moyen de contrôle dans l'environnement des plugins qui sont installés. Après, au niveau plateforme de base, donc à peu près tous ceux qui sont mentionnés là, hein, dans le... Oups. Donc dans ces distributions-là, Equinox a fait d'énormes progrès sur l'utilisation mémoire. Le JDT, du coup, je vous ai dit, il y a non seulement des améliorations de performance, mais aussi des améliorations d'occupation mémoire. Il y a eu un gros effort de pooling des strings, parce que Eclipse, du coup, étant un mécanisme avec énormément de plugins, tout est référencé par string, par des chaînes de caractères, et du coup, les pooler, créer un pool de strings, un peu à la manière de la JVM, mais aussi utilisable sous Java 7 ou moins, ça améliore quand même énormément la consommation mémoire. Alors, les travaux ont été engagés pour Néon. Donc déjà dans Néon, il y a énormément d'efforts qui ont été faits sur la consommation mémoire, mais de la plateforme de base. Donc ce qui est Equinox, environnement de développement Java. Après sur CDT par exemple, je ne sais pas s'ils ont fait des efforts vraiment, est-ce qu'ils ont regardé sur l'occupation de... Donc le CDT c'est l'environnement de développement C. Est-ce qu'ils ont fait un effort sur l'occupation mémoire? Le plugin Maven, par exemple, ne fait pas partie des plugins sur lesquels il y a eu de l'investissement sur quelle est l'occupation mémoire de ce projet. Sonatype a énormément travaillé sur l'amélioration du plugin Maven, je vous dis, hein, il est vraiment utilisable. On ne peut pas contrôler le fait est-ce qu'il ne va pas péter en out of memory parce que dans les améliorations d'utilisabilité, est-ce qu'il n'y a pas eu des leaks de créer ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui continuellement est observé par les committeurs. La plupart des committeurs et la plupart des projets savent qu'il faut qu'ils se restreignent parce qu'ils ne sont pas tout seuls sur la JVM. Oui. Alors la question est,
est-ce qu'on va fusionner certaines perspectives ou est-ce qu'on va supprimer certaines perspectives et notamment par exemple la type hierarchy. Alors la type hierarchy, ça vient de l'historique d'Eclipse, qui vient de Visual Age. Et Visual Age, voilà, la vue par défaut, c'était la type hierarchy, enfin ce navigateur de classe qu'il y avait. Il y a un vrai effort de créer vraiment un ensemble une communauté qui s'est créée pour réfléchir à comment productiser Eclipse. Donc c'est un ensemble de committeurs, des gens bénévoles, qui essayent de réfléchir à comment réintégrer l'ensemble des outils, comment repenser la distribution, voilà, pour éviter d'avoir cette liste de... Parce qu'elle est grande. Hein. Là, on ne voit pas la scroll bar, mais il y en a un paquet. Comment repenser Eclipse pour éviter d'avoir cet ensemble de choses où le recouvrement est finalement important, parce que entre l'environnement développement pour les développeurs Java et l'environnement développement pour les développeurs Java I2E, forcément il y a un gros recouvrement. Donc les perspectives en font partie. C'est pas la priorité de les supprimer, d'en fusionner. Surtout que leur coût aujourd'hui est pas, tant que vous les utilisez pas, il n'y a pas de coût. Alors, votre problème, c'est parce que vous avez à un moment dit, voulez-vous switcher sur cette perspective et vous avez enregistré le switch automatique vers la perspective. Probablement. Et du coup, il suffit. Il faut savoir que en désactivant cette préférence de switch automatique de perspective, vous aurez juste la vue tab hierarchy et vous n'aurez pas la perspective tab hierarchy. Il y avait une autre question? Oui. J'ai pas. Ah. Donc la question est pourquoi le cancel ne cancel pas? Alors non, il n'y a pas d'amélioration. Enfin, si, il y a une prise de conscience aussi de ça. Il y a des... Non, il y a des documents qui circulent entre les committeurs pour expliquer comment bien utiliser le framework de job de Eclipse. C'est un framework assez compliqué pour créer les jobs et puis afficher la progression. Et du coup, le cancel, les gens ne savent pas comment l'écouter, comment écouter l'interruption qui fait que le job doit être annulé. Donc c'est un vrai problème dans plein de plugins. Et encore une fois, dans la plateforme, c'est quelque chose qui est en cours d'adressage. Dans les plugins tiers, c'est un effort d'éducation des développeurs de plugins. Il faut qu'ils apprennent que lorsqu'on leur passe un progress monitor, et ben, il faut qu'ils regardent de temps en temps dessus, est-ce que j'ai été cancellé ou pas. Et comme il n'y a pas de préemption de la plateforme sur cet événement, la plateforme informe le job qu'il faut qu'il se cancel. Si la personne a décidé de non, ben moi je vais terminer parce que je ne sais pas me canceller proprement, ben, on n'a pas grand chose à faire. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas un mécanisme pour un peu de préemption? C'est une vraie discussion et je vous invite à lever un bug si vous voulez. Une dernière question? Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On a un stand à côté de celui d'Amazon. Venez, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.